un agrandisseur qui était fait en tenant compte des normes, avec une boîte de presse-gilet, c'est des en poudre, 2 phares de Citroën, de tube Citroën, et puis ça, ce sont des tiges pour les rideaux. Bonjour Monsieur Jacques, je m'appelle Swan, j'ai 14 ans. Je suis au collège Victor Hugo en 3e. Je fais partie du CCJ depuis 4 ans maintenant. Le CCJ est un comité de jeunes qui est censé les représenter au sein de la ville, à travers divers événements, comme la nuit du cinéma, le Téléthon ou bien encore la banque alimentaire. Bonjour Swan. Vous êtes né à Issy-les-Moulineaux le 1er janvier 1921, il y a 93 ans. Que faisaient vos parents à Issy-les-Moulineaux? Mon père travaillait à la SEV Marchal, qui n'était pas Marchal à l'époque, et ma mère également. Lui, il était responsable d'un service, et ma mère, elle était bobineuse. Pendant la guerre, il fallait faire beaucoup de choses en dehors de ses fonctions. Ils se sont mariés le 26 octobre 1916 à l'église d'Issy-les-Moulineaux, Saint-Étienne. Et moi, je suis arrivé le 1er janvier 1921, né également à Issy-les-Moulineaux. Mon père, par la suite, il est rentré chez Peugeot, parce que Peugeot était installé au CNET actuel, à Issy-les-Moulineaux, et là, il était responsable du service d'alésage, de rectification intérieure des cylindres. Et c'est un travail très délicat, et donc mon père, comme vieux maniaque, il surveillait tout ça de très près. Où logeait-il? Mes parents logeaient, quand ils se sont mariés, dans le pavillon que mes grands-parents habitaient, au 7 de la rue du Gouverneur, Général Éboué, qui s'appelait à l'époque rue Jacques Rousseau. Voilà. Et moi, je suis né le 1er janvier dans cette maison qui a été rasée, malheureusement. Et j'ai qu'une trace en photo. C'est la seule chose qui me reste. Avez-vous effectué votre scolarité dans ce quartier? La première école que j'ai fréquentée, c'est l'école de la paroisse à Saint-Pierre-de-Luxembourg. Non, à Pierre de Luxembourg. Et de là, parce que c'était des clients à mon grand-père qui avait créé une épicerie au 13 de la rue Minard, qui débouchait juste en face Pierre de Luxembourg, juste à côté de Saint-Nicolas. À l'époque, Pierre de Luxembourg se trouvait dans le bas d'Issy-les-Moulineaux, et elle était face au séminaire et à côté de Saint-Nicolas. Et par la suite, elle est remontée au 12 de la rue Jules Guesde. Voilà, c'est une mise au point que je voulais faire. À cette époque, à quoi jouent les enfants? Nous étions une bande de copains et de plusieurs nationalités. Il y avait des Polonais, il y avait des Arméniens, et on s'entendait tous très bien. Notre temps était utilisé souvent quand nous étions sans savoir que faire, on tirait les cordons de sonnette. Et ça, même les religieuses qui se trouvent place d'Alembert maintenant, ils avaient pourtant du matériel sophistiqué, ils avaient une sonnette électrique qui alimentait le couloir, et ces pauvres femmes, quand on sonnait, d'abord on mettait une allumette dans la sonnerie pour que ça tienne bien, et on cassait l'allumette au ras de la sonnette. Et on voyait après ces pauvres femmes qui étaient chancelantes, parce que c'était un mouroir pour les religieuses, elles venaient essayer de débloquer cette sonnette qu'elles n'arrivaient pas à faire. Voilà. Et là, à ce moment-là, nous n'avions pas d'air mort. C'est maintenant. On jouait aussi au tennis, sur la rue d'Alembert, face aux bains-douches qui sont maintenant devenus les impôts. Et là, on s'amusait même au hockey aussi, puisque j'avais pris des jetons de nain jaune, de jaquet, je veux dire, tout en buis. Et mon copain italien avait mis une feuille de plomb entre les deux, et on faisait du hockey sur roulette à l'époque, dans la rue. On s'amusait comme on pouvait. On faisait quelquefois des courses autour du pâté de maison. On montait la rue Jules Guesde, on tournait devant les douches, on descendait la rue du Moulin de Pierre et rue de l'Abbé Grégoire face à l'église, et puis l'arrivée était en haut de la rue Jules Guesde. On avait fabriqué des chariots avec des roulements à billes pour descendre la rue Minard. Alors ça, c'était émérique. Heureusement qu'il n'y a pas beaucoup de voitures à l'époque. Ça aurait été la catastrophe, parce que le freinage était plutôt mal ajusté. On s'amusait comme ça.
Revenons à votre scolarité après Pierre de Luxembourg. Après Pierre de Luxembourg, je suis rentré à l'école comment dire, laïque, de la place Voltaire. Et là, j'ai fait toutes mes études jusqu'au niveau du certificat d'études, où j'ai pas trop mal travaillé. J'ai eu des premiers prix d'honneur, etc. Après Voltaire, je suis rentré à Anatole France, où l'on m'a fait sauter une classe. Ça m'a contrarié énormément, parce qu'ils avaient au programme des matières comme la Grèce, l'Égypte, des matières qui me passionnaient pour voir comment c'était l'histoire de ces pays. Bon. Je n'ai pas pu en profiter et je traînais toujours ça dans ma scolarité. J'ai appris à visiter l'Espagne, l'Égypte, 30 ans après. Ensuite, je suis rentré au cours complémentaire, première année, et j'ai choisi la section bois parce que mon grand-père était ébéniste et c'est peut-être de là que tient ma passion pour le bricolage. Peut-être, je ne sais pas. Enfin, je bricole quand même, le fer aussi, hein, mais le bricolage, pour moi, c'est ma passion. Que représentait le certificat d'études à cette époque? Ah, c'était la passion pour tout le monde. On voulait avoir son certificat d'études qui était nettement plus fort que celui qui existe actuellement. Et aucune tolérance, 5 fautes à 0. Et je vous assure qu'il fallait apprendre les leçons et on avait des devoirs le soir à faire. C'était assez dur. Et puis moi, étant rentré plus jeune, je me suis retrouvé avec des gaillards qui avaient 14 ans. Ils étaient plus mûrs que moi et il fallait cravacher. Le certificat d'études, c'était la porte d'entrée pour le travail. Et après, bon, il fallait sauter carrément en cours complémentaire pour entamer des études un peu plus prolongées et aller au minimum jusqu'à 16 ans pour le BEPS, chose que j'ai faite. Quoi. Que faites-vous à l'issue de vos études? Je termine mes études en 1937 et au cours du mois de juillet, ma mère m'a dit « va chercher du travail » parce que j'avais un peu agacé et je suis rentré à Auto-Accessoires. Alors, ça a duré une journée, ma recherche, et en rentrant le soir, je lui ai dit, voilà, je commence demain à Auto-Accessoires, à Neuilly, comme aide-magasinier, comment dirais-je, aide-magasinier, et puis aide employé aux écritures, etc., puisqu'on faisait des préparations de commandes venant de la province. Vous restez longtemps chez Auto-Accessoires? Non, en 1938, j'ai passé un concours au ministère de la Production, au ministère de la Guerre, qui m'a propulsé au fort d'Issy-les-Moulineaux. Que faisait-on au fort d'Issy? Eh bien, le fort d'Issy, c'était le 8e génie. Le 8e génie, c'était la radio, etc. Et même, j'avais devant moi, quand j'étais au bureau, un char Somua de 30 tonnes qu'on équipait en radio. La passion de l'aviation vous habitait déjà à cette époque? Oui, en 1936, j'avais 15 ans. J'avais cette passion et j'ai adhéré au club d'Issy-les-Moulineaux où j'avais la carte d'adhérent numéro 40. Ensuite, j'ai pris des cours du soir au lycée Roger Verlhomme dans le 15e arrondissement où on faisait des essais de démontage et remontage de moteurs. Et puis, j'ai pris des cours d'aviation à Toussus-Noble. Alors là, j'ai fait mon premier vol sur Caudron-Luciole en 1937. Là, j'ai fait le serment de servir l'aviation française devant Laurent Henac, qui était ministre de l'Air à cette époque. Ce que j'ai dit, je prête serment de servir avec honneur et fidélité l'aviation française. Voici ce qu'il nous demandait. À la Libération, j'ai utilisé mes connaissances aéronautiques, je les ai poursuivies. Je suis rentré à l'aéroclub Gaston-Caudron et j'ai commencé mon pilotage à Chavenay, à côté de Saint-Cyr, après Saint-Cyr-l'École. Et là, on faisait du planeur, du remorqué de planeur, etc. 1939, la guerre est déclarée. Vous avez 18 ans. Comment réagissez-vous?
Eh bien, je n'étais pas enchanté parce que je me posais la question, est-ce que je verrais mes 20 ans? Parce que là, c'était une difficulté majeure. Je me suis engagé dans la défense passive comme estafette vélo là, pour porter des messages à droite à gauche. En juin 40, le fort d'Issy, chassé par les événements, déménage et prend la direction de Noître-Maillé dans l'Indre-et-Loire, où il y a un centre du 8e génie là-bas. Et mon père, je n'ai pas pu le joindre. J'ai réussi à joindre ma mère et ma grand-mère. Nous sommes tous partis, tous les trois, dans des camions militaires, avec entourés de bidons d'essence qui représentent, je ne sais pas, 200 litres peut-être, je ne sais pas. Les odeurs d'essence dans le camion nous barbouillaient un petit peu. On est arrivé, c'est comme si on avait pris un litre de Ricard. Et puis on est arrivé là-bas, les Allemands étaient déjà à Tours. Alors c'est là que j'ai pris la route de l'Exode tout seul. Et pendant ce temps-là, mon père restait à Issy-les-Moulineaux, il était tranquille, il était avec son copain, là, Manuel, et il s'occupait des chats, il était heureux comme tout, enfin il se faisait du souci pour savoir ce que nous étions, mais enfin voilà. Vous revenez à Issy-les-Moulineaux début septembre 40. Quel est votre sentiment? La peur des bombardements, parce que déjà, au début, les Allemands ont bombardé et 3 bombes sont tombées sur le fort. Ensuite, il y a eu les Anglais, de nuit, qui ont fait un bombardement, mais alors magnifique, à 400 mètres d'altitude. Les Wellington passaient avec des fusées éclairantes qui nous voyaient comme en plein jour, mais la DCA allemande était absente. Et par la suite, on a vu les bombardements américains à 30 000 pieds, donc la précision était nettement inférieure. Le 28 novembre 1942, vous épousez Paulette. Comment l'avez-vous rencontrée? Oh, je l'ai rencontrée parce qu'elle était à 30 mètres de chez moi, et c'était la fille de l'épicier. Et nous avons toujours côtoyé l'un et l'autre depuis la plus tendre enfance, depuis l'âge de 3 ans. Et puis elle était partie sur Bordeaux, et puis la séparation. On avait une optique différente, et c'est comme ça qu'on ne sait plus, et puis on s'est mariés en 1942. Où s'installe votre jeune couple? Le jeune couple que nous sommes a pris l'appartement qu'occupaient mes parents au 2 de la rue Jules Gadet. Parce qu'ils avaient déménagé du 5, ils étaient venus au 2. Ils avaient emménagé en mai 40, et nous on est partis en juin 40. Et après, quand on s'est mariés, mes parents sont partis dans ma maison natale, celle des rue Gouverneur Général Eboué, qui était la rue Jean-Jacques Rousseau à l'époque, avec ma grand-mère. Et puis moi, j'ai occupé leur appartement. Quel était le travail de votre épouse Paulette? Ma femme était couturière de métier. Elle avait commencé à faire ses premières armes à Issy-les-Moulineaux, chez une petite couturière, et après elle était partie près des Champs-Élysées, là-bas. Elle était dans une maison qui, moyennant des échanges avec les clients, il faisait des copies chez Maguirouf, de chez Lanvin, de chez tout ce qu'on veut, quoi. C'était vendu même à moitié prix, et donc ça permettait d'avoir d'autres robes à se mettre à un prix inférieur. Vous êtes jeune marié. Comment se passe la vie au quotidien à Issy-les-Moulineaux? C'était de savoir comment se nourrir, parce que l'alimentation est très très difficile. À tel point que le jour de mes 20 ans, il y avait 3 sardines salées à manger à la maison, pas 4, parce que nous étions 3. Bon. Ma mère, mon père et moi. J'ai dû manger la plus grosse parce que j'étais plus jeune et plus gourmand. On cherchait toutes sortes d'astuces. Ma femme avait fait un pâté sans viande. Ah, ça, c'est un tour de force, parce que déjà, il faut acheter un œuf, il faut en trouver, il faut acheter des biscottes, on n'en avait pas, et du beurre, alors là, c'était la rareté même. C'était c'était miraculeux, il n'y a pas de doute, il fallait voir ça. Mon beau-père allait se ravitailler chez un Cambusa, chez un maraîcher qui s'appelait Cambusa, là, près du séminaire, et avec sa petite remorque là qu'il avait fabriquée lui-même.
il allait chercher des salades, et puis il fallait, pour avoir droit aux salades, qu'ils prennent des rutabagas. Mais quand ils sont remontés, alors ils sortaient les rutabagas et les autres des paniers à salade pleins d'eau, ils sortaient ça d'un bassin, ils mettaient ça sur la balance, toute la flotte qui était encore là-dedans, c'était mon beau-père qui payait ça. Et on le suivait à la trace jusqu'à l'arrivée à son épicerie. Mais quand il proposait, quand les gens voulaient des salades, oui, mais il y a des rutabagas à prendre, il y a des gens qui disaient « Monsieur Sandrin, nous ne voulons pas, si vous nous obligez à prendre ça, je vous dénonce ». C'est la vie. Il y avait beaucoup de gens qui étaient plus dénonciateurs que tout le reste. Ça, c'était la crainte. Il fallait se méfier de tout le monde. L'angoisse était là. Oui, à ce moment-là, tout fonctionnait avec des tickets de rationnement. Il fallait acheter du tissu, même, l'alimentation surtout. 80 grammes de viande sans os. Et ça, par semaine, je crois. Je ne sais plus exactement, mais je suis sûr que c'était la rareté. Quel était le principe des tickets de rationnement? Eh bien, ils faisaient ça, le rationnement, parce qu'il était fait, parce qu'il n'y avait pas grand-chose. Les Allemands ramassaient beaucoup d'alimentaires, on nourrissait l'armée occupante. Et puis, après, il y avait les tissus, il y avait les chaussures, il y avait tout. Alors, c'était fait par catégorie. Il y avait, par exemple, les travailleurs de force. Ils avaient, au lieu de 25 grammes, ils avaient 350 grammes de pain, ainsi que les ados. Ils avaient 300 grammes de pain. Et les autres, ils faisaient 25 grammes, alors ça entraînait les gens à frauder. Moi-même, j'ai gratté des tickets de rationnement. Je mettais, alors, à la place des 25 grammes, j'avais pris une pellicule de photo où j'avais découpé la lettre T, à la lame de rasoir, qui donnait droit aux travailleurs de force et aux ados. Ça donnait 300 ou 350 grammes, je ne me souviens plus. Et au lieu des 25 grammes, et avec un pochoir, on faisait les fonds, on posait la lettre, et surtout on fixait ça. Une fois j'ai oublié de fixer. Elle a passé ses doigts dessus, la boulangère, ça fait toutes les teintes étaient parties. Alors là, ça devenait difficile pour acheter son pain chez elle. Et il fallait qu'on achète toujours chez les mêmes commerçants. Ça, c'était très strict. Mais alors, il y avait des trafics, il fallait voir. Dans quels états, on a acheté des cartes comme ça, des cartes tout imprimées, alors mal perforées, etc. Il fallait avoir des lunettes de soleil pour pas se rendre compte que c'était des faussaires qui envoyaient ça. C'est la libération. La guerre se termine enfin. Quel souvenir en avez-vous? Le souvenir que j'en ai vu, c'était le soupir de soulagement. Ça, c'était la détente et la joie. Tout le monde fêtait la victoire. Quelques temps avant, je me rappelle dans la rue du Moulin de Pierre, au virage, j'ai entendu un bruit de moteur qui était très rare. C'était des nazis qui étaient assis, les deux jeunes, à cheval sur les phares, à l'avant et sur l'aile, avec leur mitraillette devant eux. Quand ils ont débouché dans le virage à 45 degrés, 90 degrés, je veux dire, de la rue du Moulin de Pierre, ils m'ont aperçu, il y en a un qui me met en joue avec sa mitraillette, là. J'ai continué à marcher, je sortis les mains des poches, mais je n'étais pas fier. Quand je suis rentré à la maison, ma femme me dit « Mais t'es malade, t'es tout pâle ?» Ben, je dis « J'ai failli rêver les pieds les premiers. » Voilà. Le jour après la libération, je suis allé en bicyclette le long du champ de manœuvre jusqu'au stand de tir, qui m'a impressionné parce que le stand, il y avait un cercueil qui était là, assez haut, on devait pouvoir en mettre 2 ou 3 parce qu'ils fusillaient également les soldats qui désertaient, soldats allemands. Et là, j'ai vu 3, alors c'était recouvert d'amiante. Et je voyais des empreintes d'amiante, les gens, ils sautaient pour je ne sais pas ce qu'ils cherchaient à s'évader, mais ils devaient souffrir. Et puis les 3 poteaux d'exécution, à l'endroit, à la hauteur du cœur, ça avait été déchiqueté. Et ça faisait un trou important
par les balles qui passaient, parce que les gars, ils visaient bien le cœur. J'ai vu aussi les femmes tendues au coin de la rue Prudent-Jasdet, et en bas, dans le bas de la rue Prudent-Jasdet. Je n'en ai pas vu beaucoup, je crois que j'en avais vu 2 ou 3, mais alors, pour se justifier auprès des vrais résistants, il y en a des résistants de dernière heure, comme on les appelait. Alors là, ils mettaient de l'ardeur à tondre les pauvres femmes, hein. Mais quand il y avait encore des entreprises qui fabriquaient du matériel d'armement pour les Allemands, et ceux-là, on ne les a pas inculpés, rien du tout. Alors, voilà la justice humaine. Alors, le 26 août 1944, De Gaulle défilait et descendait les Champs-Élysées, et moi-même, j'avais été le voir à la Concorde, et puis, au moment où il allait passer, des miliciens dans l'hôtel de la Marine, de l'autre côté, nous tiraient dessus. Et alors là, je me suis précipité derrière un tas de personnes. J'avais le postérieur d'une grosse dame, je me suis mis tapis à côté. J'ai réussi à prendre une photo d'une ambulance, là, avec des fils de fer barbelés. Et on me dit, mais qu'est-ce que vous faites là avec votre vélo? Bon, ben, je dis, moi, je rentre à Issy-les-Moulineaux, il faut pas que je rentre à pied. Et puis, pendant ce temps-là, il y a un char Sherman, l'armée Leclerc, qui était côté place La Concorde, et il y avait la Chambre des députés en face, et à côté, il y avait des chiens assis sur les toits, où il y avait le personnel. Et il y en a qui nous tiraient dessus également. Le char s'est amené calmement, j'ai vu la pointer, pam, un nuage de fumée s'échappait de la fenêtre. Après, c'était le silence radio. Voilà. Enfin, ça, c'est des anecdotes. On était bien contents ce jour-là. Pour terminer, je voudrais que vous me parliez de l'autre passion qui, avec l'aviation, vous a accompagné toute votre vie. Je veux parler de la photographie. La photographie, oui, mon père était un passionné de photos et je le voyais faire, il développait ses plaques de verre du 9-12 à l'époque et il m'a appris, je ne préparais pas les mains, mais il les préparait lui-même, à développer les photos, même de toute façon, c'était très simple, c'était, je pense, les photos qu'il faisait un peu rosées, un peu colorées. Et on ne les fixait pas dans l'hyposulfite, il fallait les fixer dans du sel de marin. Et on mettait les châssis, une fois qu'on a développé la plaque, on prenait le châssis et on mettait cette feuille et on mettait ça sur le bord de la fenêtre. Et il fallait attendre un certain temps pour développer. Alors de temps en temps, on regardait, ça montait tout seul. Et alors après, on le passait en vitesse, et puis on rinçait, et puis c'était comme ça. C'est comme ça que j'ai appris à faire de la photo. Et il n'y a que... Après, c'est pendant la guerre, je crois que c'est une de mes tantes qui m'a donné un appareil à souffler, là, un Kodak. Il faisait des photos magnifiques, il était d'un piqué, moi, il valait presque les appareils allemands, là, les Rolleiflex et compagnie, que j'ai eu beaucoup plus tard. En 1946, c'était la naissance de ma fille et j'ai fait à ce moment-là, à partir de ce moment-là, j'ai mitraillé énormément, j'ai fait beaucoup de photos. Et je me suis mis à développer les pellicules moi-même. À l'époque, je n'avais pas de cuve pour le développer. La première fois, j'ai développé ma pellicule dans un bol, comme ça, en faisant de yo-yo. Oui, M. Servat était un photographe excellent comme point de vue qualité. Il tenait un petit magasin en étage au coin de la rue Paul Bert et de l'avenue de Verdun. Et c'est un de mes voisins qui m'a dit « Mais pourquoi tu ne vas pas chez Servat ?» Et j'y suis allé. Et de fil en aiguille, il m'a dit « Vous venez pas au club, le groupe 132 ?» etc. Bon, ben j'y suis. Et alors là, j'ai démarré, j'ai vu beaucoup de choses. Alors cela, il fallait être comme une éponge, bien pomper les idées.
Et puis, bon, au bout d'un certain temps, il dit, vous devriez être président du photoclub. Oui, mais à condition que c'est un monsieur très entier, il tirait les ficelles. Moi, je prie, et puis je fais à ma manière. Alors, il me dit, c'est plus du tout le groupe 132. Ben, je dis non, il me dit, je vais changer le titre. Vous fatiguez pas, moi j'ai créé le Zoom 92-130, le sigle de la ville d'Issy-les-Moulineaux. De 1984 à 1991, j'ai dirigé le photoclub Zoom 92-130, qui depuis a pris un essor remarquable, puisque nous sommes arrivés maintenant à 125 adhérents cette année. On ne peut pas plus à cause de l'infrastructure qui ne peut plus en absorber. Voilà, on est arrivé à son maximum. C'est quand même encourageant, et en remportant même plusieurs fois des coupes pour noir et blanc et la couleur. Aujourd'hui, je suis le président d'honneur du photoclub Zoom 92-130. Monsieur Jacques, je vous remercie d'avoir partagé l'histoire passionnante d'une vie particulièrement riche. À bientôt.